Ces images sont l'illustration parfaite de ce qu'est le totalitarisme. Enfin du moins, c'est ce que l'on a appris au collège. Un système totalitaire, c'est un système à partie unique, ayant pour ambition d'annihiler toute individualité, d'avoir un contrôle total et absolu sur toutes les personnes, à travers la coercition et la répression. Sauf que, si on s'en suit à cette définition, le nazisme n'est pas un régime totalitaire. Penser le régime nazi comme un état totalitaire, c'est simplifier l'histoire. C'est expliquer l'inaction de la plupart des Allemands, mais cela ne permet pas de comprendre vraiment ce qu'il s'est passé de 1933 à 1945. Cela ne permet pas de comprendre pourquoi des millions d'Allemands et d'étrangers se sont battus jusqu'à la mort pour protéger de l'air jusqu'aux marches de son palais. Donc, si l'on veut lutter efficacement contre les spectres contemporains du nazisme, contre tous ces avatars, il faut comprendre ce qu'il avait d'humain, comprendre son fonctionnement, et comprendre comment certains ont réussi à lutter contre lui. Je vous propose donc de débuter cette odyssée brune en revenant à la matrice idéologique du nazisme. Il est contraire à la volonté de la nature que l'homme, prisonnier de la folie de sa propre importance, décide de vivre la vie qu'il veut. Ce retour à la nature est primordial. Il permet de nier les notions de liberté et d'égalité. Puisque la vie est un combat permanent, les valeurs morales ne sont que des freins qui empêchent le plus fort de s'exprimer. Et dans cette lutte à mort, l'individu n'est rien. Il n'est là que pour servir son peuple, ou dans leur langue, sa race. Pire que ça, il y a urgence, car le peuple allemand est face à un péril biologique. Il n'a plus de temps. En réponse à l'urgence, il doit former une communauté de combat. Nous sommes les médecins du corps allemand. Plus qu'un projet politique, le nazisme se voit comme un projet biologique. La race germanique est considérée comme un corps à soigner. Un corps dont les bactéries sont les juifs. Il y a aussi des devoirs de compassion et d'humanité envers les forces saines et les peuples saints. Ces forces saines sont contaminées par les faibles, les malades. Ainsi, même au sein du peuple allemand, il s'agit d'exclure les non-performants, ceux qui ne peuvent pas produire. C'est le vocabulaire que les nazis utilisent, mais qui n'est que le produit du darwinisme social et du capitalisme. Nous avons effacé 1789 de l'histoire. Nous refermons la parenthèse de 150 ans d'erreur. Le nazisme est la contre-révolution par excellence. Il aborde tout ce qui touche à l'humanisme. Pour eux, l'humanisme ne s'occupe que de ce qui est faible, malade et criminel, se méfie de tout ce qui est fort et héroïque. Et pour couronner le tout, nie les différences raciales et nationales, au profit d'une adoration pour une humanité indifférenciée. Normalement, face à ce genre de pensée, on se retrouve avec un état de droit qui permet de garantir à tous les citoyens un traitement équitable face à la justice. Et c'est pour cela que les nazis s'en sont pris à lui. Selon eux, la loi est une création juive. Mais les Germains, eux, n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont un bon sens hérité de leur sang. Ils savent ce qui est bon et ce qui est juste. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis créent donc des tribunaux spéciaux pour court-circuiter l'ordre judiciaire. Désormais, un suspect acquitté par un tribunal pouvait être arrêté juste après son acquittement par la police et jeté en camp de concentration sans aucune procédure légale ni preuve. Mais paradoxalement, les jeunes juristes furent très attirés par le NSDAP et s'engagèrent en masse dans le parti en tentant de lui créer un cadre qui lui soit favorable. Ce qui donna par exemple naissance, en 1935, aux lois de Nuremberg. L'une d'entre elles, au nom de la protection du sang allemand et de l'honneur allemand, interdit aux malades héréditaires et aux juifs de se marier à un Allemand ou une Allemande. Autrement dit, la politique eugéniste est déjà en marche. Mais encore une fois, ces lois de Nuremberg ne sortent pas de nulle part. C'est aux États-Unis que le Reich va puiser certaines de ses inspirations les plus sombres. D'abord, l'imaginaire américain de la frontière et de la conquête de l'Ouest résonne parfaitement avec celui de l'espace vital et du désir de colonisation des Slaves à l'est du Reich. Mais surtout, les USA proposent la société avec le modèle de racisme systémique le plus abouti qui soit, ce qui force naturellement l'admiration des nazis. Ces derniers vont donc s'inspirer de la jurisprudence américaine pour instaurer un ordre raciste, bien qu'ils ne soient jamais allés aussi loin dans la définition des races que les Américains. Pour les nazis, les individus avec au moins un quart de sang juif pouvaient être qualifiés d'ariens, à condition qu'ils se marient avec une autre personne allemande afin de continuer la purification de la race. Pour un bon nombre de lois américaines, les personnes ayant même une infime trace de sang noir sont noires aux yeux de la loi et n'obtiendront jamais les mêmes droits que les blancs. Enfin, les nazis offrent une vision de l'histoire, un mode de décryptage du monde, de son passé, du présent et surtout une promesse d'avenir. L'histoire n'est que le produit de la guerre des races, elle est donc biologiquement programmée. Dans cette guerre, les Aryens sont le peuple élu. C'est d'eux dont descendent toutes les glorieuses civilisations qui se sont toutes effondrées à cause du métissage avec les Juifs.
C'est ainsi que Rome est tombée, à cause du message égalitariste et universaliste propagé par les chrétiens judéo-bolcheviques. Dans cette histoire, le diktat du traité de Versailles est la dernière pierre pour tenter d'exterminer le peuple germanique. Les nazis promettent qu'avec eux, la race sera régénérée et qu'ils œuvrent à instaurer un Reich de 1000 ans, faste et heureux. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo entière consacrée à cela, la genèse du parti et à son arrivée au pouvoir. Dans l'optique de créer ce Reich de 1000 ans, quelques mois après leur arrivée au pouvoir, une pluie de décrets-lois s'abat sur l'Allemagne. Le Parlement ne sert plus à rien, et le gouvernement de coalition nationale s'effondre. Le 7 avril 1933, la loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle purge tout ce qui n'offre pas la garantie de leur engagement total pour l'État national. Résultat, 20% du corps professoral est renvoyé. Les enseignants juifs sont virés. Dans le cours de l'année, après l'interdiction du Parti communiste, c'est au tour du Parti socialiste. Puis, le 14 juillet, tout parti autre que le NSDAP est dissous. Le 1er décembre, l'État devient indissociable du parti. On était exhorté chaque jour, non pas à se rendre, mais à trahir. Un petit pacte avec le diable. On ne ferait plus partie des prisonniers et des poursuivis, mais des vainqueurs et des poursuivants. Malgré cette apparente puissance, en interne, les tensions fusent. La frange prolétarienne du nazisme, les SA, avec à leur tête Rome, demande plus de changements et des mesures sociales. De l'autre côté, la petite bourgeoisie s'indigne des comportements violents et de la corruption des petits chefs SA qui se sont imposés dans toute l'Allemagne. Pour ne pas fâcher les milieux financiers et industriels, Hitler en vient donc à programmer la purge de ses premiers partisans. Le 29 juin 1934, les cadres de la SA, dont Rome, compagnon de lutte de la première heure d'Hitler, sont invités dans un hôtel de la petite station balnéaire de Bad Weiss. Une réunion doit se tenir le lendemain, mais au petit matin, le 30 juin, la purge a lieu dans toute l'Allemagne. Aucune condamnation, digne d'un règlement de compte mafieux. Parmi les victimes du massacre, en plus de Rome, on retrouve Gregor Strasser, Schleicher et des proches collaborateurs de von Papen. Des personnes proches d'Hitler et qui ont participé à lui donner le pouvoir. Vous l'avez compris, la compétition entre nazis est bien souvent mortelle. Et c'est à l'intérieur du mouvement nazi que le social-darwinisme s'exprime le mieux. Dans leur objectif de court-circuiter l'État, considéré comme un obstacle à la vie, les nazis ont multiplié les agences et les organisations parallèles, et ont les mêmes responsabilités que certains ministères. Ces agences étaient autant de fiefs au service de leurs barons. Les historiens parlent même de polycratie, c'est-à-dire qu'il existait une multitude de centres de pouvoir qui existaient de manière autonome et qui étaient dans une rivalité permanente. Hitler, lui, passe plus de temps à regarder des films et vivre en dilettante qu'à s'occuper des affaires pressantes. Hans Munsen parle même d'un dictateur faible, dans le sens où il est réceptif aux influences de son entourage et agit plus en arbitre. Il s'est surtout avéré très efficace pour stimuler cette concurrence entre ses vassaux. En contrepartie, c'est ce détachement qui a permis à Hitler de maintenir le pouvoir de son charisme sur la population. En plus d'une perte d'énergie considérable liée aux luttes internes, cette concurrence poussait les acteurs à choisir en permanence les décisions les plus radicales, les plus violentes, et bien souvent les plus mortelles. Backe, le secrétaire d'État à l'agriculture, disait à ses agents envoyés à l'Est durant la guerre que seule la performance compte, et qu'ils devront faire preuve de capacité de décision rapide et d'initiative personnelle. Tout le management nazi reposait sur cette délégation de responsabilité. Cela contredit l'idée selon laquelle la pression était écrasante et que tout venait des ordres. L'impératif était plutôt le suivant. Agis de telle sorte que le Führer, s'il apprenait la connaissance de ton acte, l'approuverait. Au vu de ce bordel immense, on peut se demander comment Hitler est apparu aux yeux des Allemands comme une figure salvatrice. Le ciment de son succès, c'est aussi sa relative réussite sur le plan économique. Lorsqu'il est élu, l'Allemagne se trouve dans une situation catastrophique, même si le pic de chômage est déjà passé. De plus, en arrivant au pouvoir, Hitler trouve un plan de relance de l'économie par le financement de grands travaux. Un plan hérité de Schleicher. Ce programme de relance
combiné à une conjoncture économique totalement favorable, permet la relance de l'économie allemande. Le chômage, lui, recule de manière nette, étant même divisé par 2 en quelques mois. Mais ces statistiques triomphales sont en partie biaisées. D'une part par les radiations des indésirables, et secondement par le gonflement des chiffres liés au chômage partiel. Il n'empêche qu'au fur et à mesure des années, la situation revient à la normale. Les nazis se lancent dans un programme de réarmement intensif. Le budget de la guerre occupe des parts de plus en plus importantes de l'économie, allant jusqu'à constituer la moitié des dépenses de l'État, ce qui entraîne un endettement de plus en plus profond du Reich. Dois-je me reprocher de ne pas avoir été intéressé par la politique ? Nous ne savions rien. Nous étions nous-mêmes dans un gigantesque camp de concentration. Je ne pouvais pas résister. Je fais partie des lâches. Ce témoignage est l'exemple même du mensonge qu'on propage, y compris à l'école, concernant le Troisième Reich. Tout d'abord, parler de terreur, c'est mettre sur le même plan les victimes du nazisme, les juifs, les opposants politiques, les homosexuels, les tziganes, les handicapés, et les Allemands ordinaires. Or, cette dictature s'est justement appuyée sur le consentement et l'adhésion de l'écrasante majorité des Allemands. La Gestapo, cette police politique qui cristallise tous les fantasmes, était en réalité une petite organisation. Pour 60 millions d'Allemands, on compte au maximum 34 000 agents. Certaines grosses villes, comme Duisbourg, ne comportaient que 28 agents pour 400 000 habitants. Les agents sont loin d'être des militants nazis. Ils étaient avant tout des policiers ordinaires, politiquement non engagés, qui avaient servi les anciens régimes avec la même ferveur. Et ils étaient recrutés sur leur expérience. Seule la section 4B, qui s'occupait de la question juive, regroupait de fervents nazis zélés comme Eichmann. Débordés, la plupart des enquêtes étaient lancées à la suite de dénonciations. La politique répressive s'est appuyée sur la participation, et si elle était publique, c'était aussi pour créer une adhésion, une communauté de peuples en punissant les ennemis, les minorités. Mis à part les ennemis de l'État, la plupart des Allemands ne les craignaient pas. En revanche, pour les militants de gauche, l'harcèlement des SA devient quotidien. Des milliers de camps sauvages fleurirent partout en Allemagne et les militants nazis commencèrent à se venger en internant leurs anciens rivaux. En 1933, 200 000 personnes vont à un moment donné se retrouver dans un camp de concentration. Mais ces emprisonnements étaient temporaires. La plupart du temps, après quelques semaines, quelques mois tout au plus, on relâchait les individus. Ces lieux n'étaient donc pas secrets. Au contraire, ils étaient même assumés et mis en valeur, comme des outils pour purifier la dégénérescence du peuple allemand. Parler de terreur, c'est donc donner un alibi à une majorité de la population qui a largement consenti à la politique nazie. Pourtant, les nazis n'ont pas changé la structure économique et sociale du pays, trahissant même leurs promesses aux artisans et à la petite bourgeoisie. Mais ils ont su hypnotiser le pays, en offrant d'une part de nouvelles consommations, d'une autre en offrant du travail à des individus ruinés et au chômage, et en rassurant leur électorat vis-à-vis de leur peur des rouges. Pour 40 millions d'Allemands, le KFD, la force par la joie, est synonyme des premières vacances de leur existence, de leur première croisière, des randonnées de l'été. Pour 10 millions d'autres, c'est l'accès à moindre prix à des programmes culturels, à des activités sportives. Mais le nazisme, c'est aussi la promesse d'une voiture du peuple, la Volkswagen, d'un immense territoire à l'est prêt à être conquis et exploité. Enfin, comme l'a documenté de l'intérieur le linguiste Victor Klemperer, c'est aussi à travers les mots, les expressions, la syntaxe, que le nazi a pénétré le cœur et l'esprit de millions d'Allemands. La parole permet de subvertir la réalité, de la rendre acceptable. Les mots sont alors vidés de leur sens, répétés à la nausée, pour anesthésier l'esprit critique et créer de nouvelles réalités. Les mots carcans imprécis, comme la question juive ou judéo-bolchevique, créent un semblant de concept qui empêche toute réflexion. Tout se fait au profit de l'émotion, de la réaction. Et enfin, le vocabulaire guerrier s'empare de la langue. Mais c'est surtout sur la scène internationale que Hitler gagne l'adhésion et le respect de nombreux Allemands. D'abord, c'est la signature du Concordat avec le Vatican, qui lui offre une large marque de reconnaissance. S'ensuit le départ de la Société des Nations, le symbole de l'ordre international post-traité de Versailles,
en octobre 1933. Il gagne alors le respect de tous les Allemands, quelle que soit leur position politique. Dès son arrivée au pouvoir, son objectif est clair. Étendre l'espace vital en colonisant l'Est et être prêt pour une guerre dans 6 à 8 ans. Les commandants de l'armée sont d'abord effrayés, mais les perspectives de carrière sont si importantes qu'ils se laissent convaincre. Ils se lancent alors dans une série de coups de force, avec la création de la Wehrmacht et des 3 millions de soldats, en violation totale du traité de Versailles, mais devant le manque de réaction internationale, ils continuent, en occupant la zone démilitarisée du Rhin, en mars 1936. Dans les faits, c'est un acte de guerre, mais les Britanniques refusent de le voir comme tel. Et à partir de ce moment, les cadres de l'armée allemande sont convaincus, comme Hitler, que les démocraties sont faibles et qu'elles ne réagiront plus. Quelques mois plus tard, à l'été 1936, Berlin accueille les Jeux Olympiques. Malgré les appels au boycott, toutes les démocraties s'y rendent. Pire, lors de la cérémonie, les délégations autrichiennes, allemandes, italiennes et même françaises défilent le bras tendu. Tout est fait pour prouver au monde la supériorité supposée du régime brun et de la race aryenne. Pour la première fois, on décompte les médailles, et l'Allemagne sort grande gagnante avec 33 médailles d'or et 29 médailles au total. À l'étranger, on s'interroge. La méthode nazie n'est-elle pas la plus efficace ? Ne permet-elle pas de sortir du marasme qui touche les démocraties ? Les journalistes étrangers de droite y vont même jusqu'à présenter le Reich comme pacifique et unanime. Pourtant, dès la fin de ces jeux, Hitler fixe un nouvel objectif. Nous sommes surpeuplés, et nous ne pouvons pas nous nourrir à partir de notre propre territoire. La solution définitive réside dans l'extension de notre biotope. Pour cela, l'armée et l'économie allemande doivent être prêtes d'ici 1940. Il n'y a pas de fin au réarmement. Ce qui compte ici, c'est la victoire ou l'effondrement. Si nous gagnons, l'économie sera largement indemnisée. Il en va de la rentabilité du peuple allemand dans son entier, et non de celle de l'une de ses entreprises en particulier. Nous sommes déjà dans la guerre et la mobilisation. Simplement, aucun coup de feu n'a encore été tiré. Les coups de force s'enchaînent. En mars 1938, grâce à l'intimidation et la lâcheté des élites autrichiennes, la Wehrmacht entre dans Vienne, et l'Autriche intègre le Reich. Aucune réaction de la scène internationale. L'été de la même année, la presse de propagande ne cesse de soulever le problème slovaque. La minorité germaine des Sudètes serait menacée d'anéantissement. Dans un discours, Hitler menace d'entrer en guerre. Chamberlain, Premier ministre britannique, propose alors d'organiser une conférence pour la paix. À ce moment-là, dans l'armée allemande, c'est la panique. Ils ne sont pas prêts à rentrer en guerre. Idem pour Mussolini, dont l'armée est éprouvée après la guerre d'Éthiopie. Le 30 septembre, Chamberlain repart de Munich, convaincu d'avoir sauvé la paix. À côté de lui, Daladier, Premier ministre français. Lui est persuadé que la guerre est inévitable et qu'il est préférable de faire la guerre au plus tôt, tant que le réarmement allemand n'est pas total. Lorsqu'il rentre en France, il s'apprête à se faire huer, mais c'est par des acclamations qu'il est accueilli. Seuls les communistes et un député de droite ne ratifieront pas cet accord. Pour Hitler, le succès est total. Les Sudètes sont intégrés au Reich, mais cela n'empêche pas Hitler d'envahir Prague et de vassaliser le pays. Le même scénario se répète ensuite avec la Pologne. D'abord la presse, puis la victimisation, puis... Ce qu'il faut dire, c'est que durant toute cette période, les nazis sont considérés comme des gens fréquentables. Mieux encore, ils séduisent par-delà les frontières. Car les nazis de 1933 ne sont pas encore ceux de Auschwitz et Treblinka. Ils ne sont pas encore les génocidaires. Pourtant, il n'en reste pas moins antidémocrates, antisyndicalistes, anticommunistes, antisémites, racistes, eugénistes, nationalistes. Mais pour beaucoup, apparemment, cela ne dérange pas tellement. La guerre est la véritable période de radicalisation du régime. C'est à partir de ce moment que les camps de concentration se remplissent durablement, sans se vider. C'est aussi à ce moment-là que la politique antisémite va passer du désir de pousser les juifs à émigrer à celle de l'extermination. Mais je travaille actuellement sur une vidéo spécifiquement consacrée à cela, à l'antisémitisme et au processus génocidaire.
Si vous ne voulez pas la louper, je vous invite à vous abonner. Le Reich était donc censé être préparé pour une économie de guerre. C'était le plan d'Hitler. Mais vous devez vous en douter, pour passer d'un pays désarmé à l'une des plus grandes puissances armées du monde en l'espace d'une demi-douzaine d'années, le Reich a dû s'endetter. Et s'endetter lourdement. Il était donc en permanence dans une course au remboursement de ses dettes. D'autant plus que, comme je vous l'ai expliqué, le régime avait largement besoin du consentement du peuple. Pour réussir à concilier ces deux prérogatives, il s'est donc lancé dans une politique de prédation. D'abord les biens des Juifs, puis en pillant tous les pays occupés par son armée. Alors que tous les habitants des pays occupés souffraient de la faim, les soldats de la Wehrmacht envoyaient par colis des produits alimentaires de toute l'Europe, parfois même de la lingerie pillée. Au 1er novembre 1940, c'est près de 3,1 millions de colis qui sont envoyés depuis la France seulement vers l'Allemagne. Cet enrichissement sur le dos des peuples conquis a favorisé un sentiment de petit bonheur matériel dans les premières années de la guerre. Les soldats y étaient même encouragés. Vous pouvez me dire que vos populations meurent de faim. Peu m'importe. Qu'elles meurent. L'essentiel est qu'aucun Allemand ne tombe à cause de la faim. Mais en plus de ce pillage encouragé, c'est l'État lui-même qui participait au pillage, en imposant des livraisons de biens alimentaires. Ou tout simplement en pillant l'or des banques nationales comme celle de la Belgique, grâce à la complicité de Vichy. On estime que le Reich a prélevé 170 milliards de Reichsmark sur les étrangers et les pays étrangers, ce qui correspond à 10 fois les recettes de 1938. Mais ces dépenses grandissantes poussaient sans cesse le Reich dans une fuite en avant. Plus il engloutissait d'argent, plus les prises de guerre devaient être énormes et plus les populations soumises devaient, dans cette logique, être traitées de façon inhumaine. C'est à l'Est que les Allemands ont été le plus inhumains, envers les peuples slaves qu'ils considéraient comme des sous-hommes, et évidemment envers les Juifs qu'ils voyaient comme des bactéries. Alors qu'ils avançaient toujours plus profondément sur le front russe, c'est plus de 2,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques qui meurent de faim dans les camps nazis. Au-delà des prisonniers de guerre, la famille était utilisée comme outil pour vider les espaces susceptibles d'être colonisés. Pour donner une idée de l'ampleur, alors qu'en 1937, Kiev était habité par plus de 850 000 personnes, en 1941, il n'en reste plus que 400 000. Puis, ils en viennent à se dire que ces hommes pourraient devenir de la main-d'œuvre pour remplacer les ouvriers allemands partis au front. Petit à petit, ce statut de travailleur forcé étranger se déploie dans tous les autres pays occupés. La société nazie qui voulait une Allemagne racialement pure se retrouve alors en 1944 avec près de 7,6 millions d'étrangers travaillant pour satisfaire ses ambitions impériales. Toute cette politique de prédation, de colonisation, d'esclavage, de déportation et d'assassinat a pour but d'épargner le plus longtemps possible aux populations allemandes les épreuves de la guerre. Durant les années de guerre, les salaires augmenteront de 13% pour tenter de rattraper l'augmentation des prix, tout comme les allocations, qui augmenteront. Suite aux bombardements alliés, les nazis se serviront des biens des juifs aryanisés comme d'une indemnisation. Cela n'a évidemment pas empêché l'Allemagne de souffrir dans sa chair, notamment avec les millions de morts qui s'accumulent peu à peu et de manière exponentielle au fur et à mesure de la guerre. Les troupes allemandes combattirent avec l'acharnement du désespoir et perdirent pratiquement 1,8 million de soldats rien qu'entre juin 1944 et janvier 1945. Aucune population, pas même au Japon, ne défendit son régime avec une telle ferveur jusqu'aux marches du palais du dictateur. Ce que l'on peut en tirer, c'est que le nazisme, plus que de transformer les Allemands en fanatiques, plus que de les contraindre par la terreur, ont fait des Allemands des petits profiteurs, des exploiteurs. Il n'est rien de plus indigne d'un peuple civilisé que de se laisser, sans résistance, régir par l'obscur plaisir d'une clique de despotes. Est-ce que chaque Allemand honnête n'a pas honte aujourd'hui de son gouvernement ? Le dogme totalitaire empêche de voir cette réalité. Et surtout, il empêche de poser la question de la résistance. Parce que tout au long de leur règne, les preuves de résistance, de contestation et de dissidence se sont exprimées. Preuve s'il en est qu'il existait des marges de manœuvre. Hitler visite un asile. Tous les malades sont alignés et tendent le bras pour le saluer, sauf un.
Le Führer va vers cette personne en lui disant « Et pourquoi toi tu ne le salues pas ?» L'autre répond « Mein Führer, moi je suis l'infirmier, je ne suis pas fou. » Ce genre de blague était monnaie courante et collectée en masse par les renseignements nazis. Un autre exemple probant reste celui des ouvriers de l'autobahn, qui ont à plusieurs reprises tagué des slogans anti-nazis ou refusé de faire le salut. Si la majorité des personnes ayant combattu le nazisme étaient des ouvriers, ils en sont pour la plupart morts. Avec la décapitation du mouvement ouvrier et des syndicats, ils ont vécu de plein fouet la répression. Jusqu'avant-guerre, des centaines de grèves, durant en général une journée, ont été recensées. Mais ces grèves avaient des revendications très ciblées. D'autres se sont levés et se sont opposés frontalement. C'est le cas de Gregor Elser, qui, dans un sursaut moral et en dehors de tout réseau de résistance, a élaboré un plan pour tuer Hitler avant que la guerre n'éclate. Sa solitude est peut-être la preuve du degré d'atomisation de la société allemande. Une atomisation voulue par le parti, qui a systématiquement détruit tous les syndicats et toutes les associations en dehors du parti, justement pour empêcher une résistance collective à plus grande échelle. Sans aller jusqu'à faire des actions aussi spectaculaires, la plupart des actes de résistance liés à ce fameux sursaut moral ont été ceux qui ont falsifié des papiers d'identité ou qui ont caché des juifs. Parmi ces justes anonymes, 2/3 étaient des femmes. Des petits réseaux de résistance ont cependant existé. C'est le cas de l'Orchestre Rouge qui travaillait à la diffusion de tracts anti-nazis, ou de la Rose Blanche, sans doute le plus célèbre car incarné par des jeunes étudiants. Berlin 1943. Dans la capitale, il ne reste plus que 25 000 juifs, affectés aux usines d'armement. S'ils ne sont pas encore morts, c'est qu'ils sont mariés à des femmes considérées comme ariennes. Cependant, le 27 février, 1800 d'entre eux sont raflés directement dans leur usine. En apprenant la nouvelle, leurs femmes s'empressent de se rendre au 2-4 Rosenstrabe. Très vite, plus que l'incompréhension, c'est la colère qui s'empare d'elles. Elles ne cesseront pas durant une semaine de réclamer, dans la plus franche hostilité, le retour de leur mari. Nous sommes quelques semaines après la défaite de Stalingrad, et Goebbels a peur d'envenimer la situation, et que la colère se répande. Il choisit donc de faire libérer ces hommes. Cet événement est la preuve, s'il en fallait, que face à la colère de l'Allemand ordinaire, le pouvoir nazi était capable de tempérer son action. Mais ce n'est pas le seul exemple qui existe. Au contraire. Cet exemple, c'est celui qui a confronté le pouvoir nazi aux catholiques allemands. Pour les nazis, la chrétienté est une invention juive qui a dénaturé les Germains. Leur objectif était donc de laïciser la société, et c'est en particulier dans l'espace scolaire que la bataille va avoir lieu. Nous sommes en Bavière, en 1941. Cela fait des années que la hiérarchie catholique organise pétitions et protestations contre la déchristianisation des programmes scolaires. Le 23 avril, décision est prise de retirer tous les crucifix, images et symboles religieux des écoles publiques. La réaction est immédiate. Des délégations de paysans et des mères de famille s'organisent. Alors que les agriculteurs ne livrent plus les moissons, les enfants, eux, sont retirés de l'école. Le décret est finalement modifié quelques mois plus tard. Cela montre qu'une réponse collective pouvait être couronnée de succès, sans subir de répression. Pour autant, cela ne veut pas dire que les catholiques rejetaient en bloc la politique nazie. Enfin, le dernier grand exemple de résistance collective est sûrement celui de la hiérarchie catholique et de l'évêque Clemens von Galen de Münster face à l'action T4, c'est-à-dire l'assassinat dans des chambres à gaz de personnes en situation de handicap. Néanmoins, la réussite apparente de cette contestation ouverte soulève des questions. L'Église ne s'était pas opposée auparavant aux stérilisations forcées des malades mentaux, ni même au sort des juifs. Alors qu'elle était elle-même dans le viseur du parti, elle est restée globalement très muette, malgré sa force de contre-pouvoir potentiel. Le pasteur résistant Niel Möller résume cela. Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour protester. Cette mémoire de la résistance allemande fut évidemment instrumentalisée. En RDA, on mit l'accent sur la résistance ouvrière communiste, la plus importante en termes de déportés. En RFA, le côté occidental,
on valorisa la résistance chrétienne et nationaliste. Un des exemples sanctifiés de cette résistance nationaliste est l'opération Valkyrie, qui a même été adaptée en film par Hollywood. Mais je me dois de rappeler qu'elle a été organisée par des gens qui ont largement cru et profité du nazisme. La plupart des conspirateurs ont soutenu Hitler et partagé sa vision du monde. Ils ont eu de très belles carrières et ce n'est qu'à partir de 1943 qu'ils commencent à envisager de se débarrasser d'Hitler suite aux défaites militaires. Aurais-je été résistant ou bourreau? Cette question, vous vous l'êtes sans doute déjà posée. Et Pierre Bayard aussi, dans cet essai. Tout au long de celui-ci, la question est moins de savoir ce qu'il aurait fait que de comprendre le point de bascule qui pousse une personne à refuser la passivité. La condition nécessaire à toute dissidence, c'est avant tout d'avoir un désaccord idéologique ou moral. Mais ce désaccord n'est pas suffisant, parce que la peur, sociale ou physique, dissuade la plupart des bonnes volontés. Le cadre social, c'est-à-dire notre entourage, est le deuxième inhibiteur le plus important. Ou alors, celui qui peut pousser à l'action. Enfin, il faut une capacité de désobéissance, ou ce que Bayard appelle une présence à soi, c'est-à-dire que l'identité de la personne doit être suffisamment forte et structurée pour ne pas supporter être en désaccord avec soi-même. Rappelons que ce que l'on appelle les justes, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé des vies au péril de la leur, ne se voyaient pas eux-mêmes comme des héros. Selon leurs propres mots, ils ont simplement agi par humanité. Parce qu'ils ne supportaient pas de ne rien faire, de laisser quelqu'un mourir. Connaître l'histoire, c'est se permettre de repérer les spectres du passé. C'est apprendre des sociétés et des vies qui nous ont précédés. Si aujourd'hui les méthodes ne sont plus exactement les mêmes, si les noms ont changé, un fond idéologique persiste. Et des dynamiques similaires sont observables. Ce n'est pas parce que l'histoire ne se répète pas que les êtres qui la font, qui la sont, ne sont pas mus par des forces étonnamment semblables. Connaître l'histoire, c'est préparer nos esprits. C'est une manière de s'armer. Mais cela ne suffit pas. S'informer, partager, s'associer, s'engager, militer, il n'y a qu'ainsi que nous pourrons vraiment vaincre l'hydre du fascisme. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux traits distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore. Qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qui ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est que l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc, c'est d'avoir appliqué à l'Europe les procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulisses d'Inde et les nègres d'Afrique.